De nos jours, un bon nombre de personnes font la promotion de ce qu'elles appellent la langue inclusive. Une langue qui serait inclusive d'une part parce qu'on inclurait davantage les femmes en évitant d'utiliser le masculin comme équivalent du neutre, et d'autre part parce qu'on inclurait les personnes qui se disent non-binaires, c'est-à-dire celles qui ne s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes. Et à ces fins-là, il faudrait utiliser des formes épicènes, mais aussi ajouter un nouveau genre grammatical qui serait neutre. Par exemple, en ajoutant des pronoms ni masculins ni féminins, comme yel, qui est à utiliser à la place de il ou elle. Bien des gens formulent des critiques sur les propositions de changement de la langue française, soi-disant pour la rendre plus inclusive, et je vais ici formuler les miennes, qui peuvent être résumées comme ceci. Premièrement, le discours des promoteurs de la langue inclusive entretient la confusion entre la notion d'identité de genre et deux autres notions qui en sont bien distinctes, celle de genre grammatical et celle de sexe. Deuxièmement, ils prétendent que les changements langagiers qu'ils proposent rendraient le langage plus inclusif, alors que c'est carrément le contraire. Mes critiques sont basées sur des lectures que j'ai faites. À titre d'exemple, une entrevue avec Florence Ashley et un texte de 15 pages écrit par Florence Ashley. Vous pouvez trouver les liens dans la description sous la vidéo. Et je me base aussi sur des expériences personnelles d'interaction avec des militants qui promeuvent la langue soi-disant inclusive. En l'occurrence, en octobre dernier, j'ai assisté à une conférence donnée par une personne militante du nom de Philly Drouin, qui portait sur un livre que cette personne a écrit ayant pour titre Des mots pour exister. La prémisse de base de ce livre semble être la suivante. Les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir exister socialement. Les propos de Philly Drouin rejoignent les propos de Florence Ashley. Dans les deux cas, ces personnes affirment que pour être inclusif, le langage doit mentionner de façon explicite les personnes qui s'identifient comme non-binaires en faisant référence à ce qu'elles appellent leur identité de genre. À cette fin-là, ces deux personnes font la promotion d'un nouveau genre grammatical qui serait neutre. Alors, j'ai parlé des néopronoms ni masculin ni féminin. Il faudrait aussi ajouter des nouveaux accords, ni masculin ni féminin pour d'autres mots. Par exemple, il faudrait parler d'un notaire, A-U-T-A-I-R-E, plutôt que d'un auteur ou d'une auteure ou encore une autrice, pour signifier qu'on parle d'une personne à l'identité de genre non-binaire qui écrit des livres. Alors, comme je l'ai mentionné, les promoteurs de la langue soi-disant inclusive entretiennent la confusion. Le genre grammatical n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils appellent le genre quand il est question du genre d'une personne. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le sexe des gens non plus. Vous remarquerez que le nom commun personne, que j'ai utilisé plusieurs fois dans le présent exposé, est féminin. C'est son genre grammatical. Quand on utilise le mot personne, on accorde au féminin, même à supposer que toutes les personnes dont on parle soient des hommes. Par exemple, si je dis que Sam Harris et Richard Dawkins sont deux personnes intelligentes, l'adjectif intelligente va être au féminin. Et vous remarquerez que les genres grammaticaux s'appliquent aussi quand on parle d'objets inanimés. Une tasse, un bracelet. Ces objets-là n'ont ni sexe ni identité de genre. Bref, Florence Ashley, Philly Drouin et bien d'autres personnes qui tiennent des discours semblables aux leurs confondent allègrement
le genre grammatical avec la notion de genre qu'elles mettent au centre de leur discours, un genre personnel que chacun d'entre nous aurait, qu'elles appellent communément identité de genre. Et ces personnes entretiennent aussi la confusion entre l'identité de genre et le sexe, notamment en faisant comme si les mots femme et homme référaient aux humains selon leur identité de genre, alors que dans leur sens normal, ces mots-là servent à référer aux gens selon leur sexe. J'ai développé là-dessus dans d'autres vidéos et dans des écrits. Je propose quelques liens dans la description de la vidéo. Alors, détourner le sens de mots communément utilisés par tout le monde, en soi, ça crée de la confusion. Mais ça m'amène aussi à ma deuxième critique, à l'une des raisons principales pour lesquelles la novlangue que ces personnes proposent ne devrait pas être qualifiée d'inclusive, selon moi. Elle résonne comme si tout le monde avait une identité de genre, comme si ce concept-là avait de l'importance pour tout le monde et que la seule nouveauté était de tenir compte de ceux qui ont un genre autre qu'hommes et femmes. Mais c'est faux, les changements qu'elle demande sont beaucoup plus fondamentaux que de simplement ajouter des références à des nouvelles choses. Le vocabulaire et les nouvelles règles langagières proposées par ces personnes impliquent d'avoir toujours l'identité de genre comme référence et de faire de la référence au sexe quelque chose de très secondaire, voire de pratiquement inexistant. Alors, en réalité, là, la majorité des gens ne revendiquent aucune identité de genre et n'accordent aucun intérêt à ce concept-là. Surtout que bien des gens ne connaissent même pas ce concept. Du coup, on peut douter qu'ils y fassent référence quand ils parlent. Les mots femme et homme et tous les autres mots qui servent à distinguer les hommes des femmes servent depuis toujours à référer aux humains selon leur sexe. Et il y a une raison à ça. La raison, c'est que la majorité des gens accordent de l'importance à cette réalité qui est le sexe. C'est pour ça qu'on doit continuer d'avoir des mots pour nommer cette réalité et de pouvoir les utiliser sans tabou. Pour ma part, je trouve ça assez incroyable que des personnes qui insistent sur la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer les réalités importantes pour eux, semblent prêtes à priver tout le monde des mots qui servent traditionnellement à nommer le sexe. Maintenant, si la notion d'identité de genre est importante pour Florence Ashley, pour Philly Drouin, pour d'autres personnes, ce n'est pas un problème que ces personnes utilisent des mots pour en parler. Faire de la place à ce qui est important pour une minorité, établir des mots pour y référer, que les gens sont libres d'utiliser s'ils souhaitent y référer, on pourrait appeler ça de l'inclusion. Par contre, effacer ce qui est important pour la majorité des gens et le remplacer par quelque chose qui intéresse seulement une petite minorité, c'est le contraire de l'inclusion. Dernier point avant de vous dire à la prochaine. J'ai mentionné le sens traditionnel et habituel des mots femme et homme et des autres mots qui servent à distinguer les femmes et les hommes. Quand on leur parle de sens traditionnel et habituel des mots, les promoteurs de la langue soi-disant inclusive se plaisent à marteler que la langue, ça évolue, qu'il n'y a pas de raison que le dictionnaire ou encore l'Académie française ou l'Office québécois de la langue française ou un autre organisme du genre ait de l'autorité sur la manière dont on parle. Ils disent que la langue nous appartient et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Eh bien oui, justement, la langue nous appartient, elle appartient à tout le monde.
pas seulement aux militants pour la langue inclusive. Si l'Académie française et l'Office québécois de la langue française n'ont pas à avoir d'autorité absolue sur la façon dont on utilise le langage, pourquoi les promoteurs de la langue inclusive seraient-ils davantage investis d'une telle autorité? Ah, le langage évolue, certes. Ça ne veut pas dire que tous les changements proposés doivent être automatiquement adoptés par tous. D'autres que moi se sont opposés, pour diverses raisons, à ce qu'on appelle la langue inclusive. Certains ont invoqué des raisons semblables aux miennes, d'autres ont invoqué une complication de l'écriture, des difficultés en lecture ou bien d'autres raisons. Si on est plusieurs à s'opposer à des changements proposés dans notre langue, on devrait, nous aussi, avoir voix au chapitre.